Ce sont des saignements qui sont pas normaux en début de grossesse, donc il faut tout de suite aller consulter. Donc j'ai été consultée en urgence et la première fois, du coup, la gynécologue m'a dit que le cœur ne battait plus. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. J'ai fait 3 fausses couches, mais 3 fausses couches précoces. Donc les 2 premières, elles étaient considérées comme juste précoces. Je les ai apprises à 8 et 5 semaines d'aménorrhée. Donc là, en fait, j'ai simplement eu des saignements rouges vifs. Ce sont des saignements qui sont pas normaux en début de grossesse, donc il faut tout de suite aller consulter. Donc j'ai été consultée en urgence et la première fois, du coup, la gynécologue m'a dit que le cœur ne battait plus. Et la deuxième fois, le gynéco ne trouvait même pas d'embryon. Donc il m'a dit très pragmatiquement, c'est fini, il n'y a plus rien, avec un petit désolé quand même. Mais ensuite, dans les 2 cas, je suis rentrée chez moi et j'ai juste eu un rendez-vous un petit peu plus tard pour voir si tout était bien évacué. Et puis c'est tout. On nous laisse rentrer chez nous comme ça, sans plus d'explications. Ensuite, la 3e fausse couche que j'ai faite, on appelle ça une grossesse biochimique. Grossesse biochimique, c'est vraiment ultra précoce. Et en général, on les remarque pas, ces grossesses-là. Donc, moi, comme je voulais avoir, c'était à l'époque, on essayait de faire le deuxième. Donc, comme je voulais absolument avoir un deuxième, je faisais des tests d'ovulation, tout ça. Et donc, j'ai fait un test de grossesse ultra précoce, ceux qui peuvent détecter une grossesse à 6 jours avant les règles. Et donc là, j'ai vu que j'étais enceinte, donc une semaine avant la date présumée de mes règles. Donc, ça a été confirmé par une prise de sang, mais le taux était très faible. Et j'ai refait une prise de sang, donc 48 heures après. Là, bizarrement, j'ai été un petit peu plus soutenue par mon médecin traitant que par les gynécologues pour les 2 autres fausses couches, alors que c'était un peu plus avancé dans le temps, on va dire. Mais c'est vrai que là, ma médecin traitant, elle m'a pas mal soutenue à ce moment-là, et elle m'a suivie du coup pour embrayer sur la nouvelle grossesse en fait. Oui. Donc c'était chouette. Là, je me suis sentie bien soutenue. Et après, c'est pour ça qu'après on vérifie que tout soit bien sorti. Et parce que si jamais il y a encore des restes, je sais pas, d'embryons ou de placenta, et ben alors là, on peut avoir des médicaments ou alors passer par une aspiration si jamais ça passe pas. Mais en général, à 8 et 5 semaines, ça sort tout seul. La première fois que c'est arrivé, donc là, j'ai été vraiment très peinée, très attristée, que c'était la première grossesse. Donc forcément, même si c'est que 8 semaines, on se fait quand même des films, hein, on s'invente toute une histoire. Donc c'est un deuil à faire, le deuil de est-ce que ce sera une fille ou un garçon, le deuil du prénom qu'on commence déjà à réfléchir. J'avais même acheté un petit body rigolo. Voilà, je me suis dit, ce sera marrant de le mettre à la naissance et tout. Donc ouais, on s'imagine forcément avec un bébé, même si c'est très précoce. Après, la deuxième fois, j'étais un petit peu plus blasée parce que je me suis dit, mince, pourquoi ça recommence? Est-ce qu'on va y arriver? Puis, du coup, il y a d'autres choses qui se mettent en place. On peut dire, une fois, ça arrive parce que finalement, les statistiques sont assez grandes. Mais quand ça arrive une deuxième fois, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne pas? Et puis, j'ai eu ma fille entre-temps. Donc forcément là on était contents. Et puis mais finalement ça a quand même été compliqué l'année qui a suivi les 2 fausses couches, enfin les 2 premières fausses couches. Ouais, ça a été compliqué parce que comme on devait se marier, on a décidé de pas retenter, histoire de profiter quand même de notre mariage sans gros bidon et voilà, pouvoir boire une coupe de champagne. Et puis comme on devait partir en voyage de noces tout de suite après, on s'est dit voilà, on va pas s'embêter entre guillemets avec un bébé dans les pattes. Mais du coup, c'était compliqué parce que c'était un âge où toutes mes copines tombaient enceintes, mes belles-sœurs tombaient enceintes, donc tout le monde avait des bébés autour de moi et pas moi en fait. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et je pense même avoir fait une petite dépression à ce moment-là.
Et c'était vraiment, enfin, c'était des trucs un petit peu bêtes, hein. J'avais du mal à passer dans les rayons bébés au magasin. C'était pas possible. Enfin, même les boîtes de lait, ça me rendait triste. Les pubs à la télé, ça me rendait triste quand il y avait des bébés ou quand il y avait des séries que je suivais et que d'un seul coup, une des actrices tombait enceinte, ben, j'arrêtais la série. Enfin, c'était devenu peut-être pas une obsession, mais j'avais l'impression qu'il y avait des femmes enceintes et des bébés partout. La première fois, il a aussi été triste. Et là, enfin, c'est vrai que je l'avais remarqué à ce moment-là. La deuxième fois, j'ai pas eu l'impression qu'il était aussi triste que pour la première. Après, les hommes, on sait pas vraiment ce qu'ils ressentent. Souvent, ils cachent un peu leurs émotions. Donc finalement, je sais pas trop comment il a vécu la chose. Mais je sais qu'au fond, ça l'a quand même beaucoup touché. Et puis, lui aussi, il devait se poser des questions. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et ça a été source de tension parce que moi, j'étais toujours triste et je pense que lui, il comprenait pas trop pourquoi j'avais des réactions un petit peu excessives. Et ouais, c'était pas très, très facile pour notre couple non plus. On n'a pas eu d'explication, c'est juste, voilà, on nous a un peu dit que si ça arrivait, c'est qu'il y avait une raison. Bon, ouais, après, on prend l'explication ou pas. Enfin, c'est un peu bizarre comme explication. Je trouve ça un peu rapide. Mais je crois que les médecins commencent à se poser des questions vraiment au bout de 3 fausses couches, ou alors quand la fausse couche est vraiment avancée, qu'elle est au-delà du premier trimestre. Alors là, on se pose plus de questions. Mais c'est vrai que si on en fait une ou deux, bon, on rentre dans les statistiques et puis voilà, ils sont pas posés plus de questions que ça. Mais par contre, après, pour ma deuxième grossesse, du coup, enfin pour Robin, qui est né là il y a pas longtemps, bah là, j'avais des petits compléments. J'avais de l'aspirine à prendre pour que les relations entre le placenta et le bébé se passent bien. Enfin, du coup, j'avais quand même un suivi un petit peu plus poussé pour cette deuxième grossesse-là. Je pense que c'est parce qu'on était arrivé au nombre de 3. Pour les 2 grossesses que j'ai menées à terme, arrivé à 8-9 semaines, on était toujours un petit peu stressés. Est-ce que ça va recommencer? Mais bon, finalement, on a eu de la chance. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui enchaînent les fausses couches, qui en font 5-6. Et ouais, du coup, on avait un petit peu peur que ça nous arrive. Ouais. Pour ma fille, oui, on a attendu le fameux cap un peu tabou des 3 mois. Des 3 mois, oui. Pour l'annoncer à tout le monde. Sauf une de mes copines, enfin, ma meilleure copine, elle était forcément au courant Oui. avant mon mari même déjà. Donc, mais non, on a attendu de passer ce fameux cap des 3 mois. Par contre, pour le deuxième, non, pas du tout. On l'a annoncé tout de suite quand on voyait les gens. On leur disait, ah, au fait, voilà. Et je crois ma belle famille, on leur a annoncé, j'étais à 9 semaines, je crois. Donc là, on s'est dit, allez, plus de tabou. Et puis, oui. il va se passer ce qui devra se passer. Et puis voilà, ça fait aussi partie de la vie. Finalement, je vois pas pourquoi on devrait cacher le fait d'avoir perdu des bébés. Et je comprends pas trop pourquoi c'est tabou. Et finalement, je comprends pas trop pourquoi ce cap des 3 mois en se disant ah bah oui, ça. il arrive quelque chose. Oui, mais s'il arrive quelque chose, on a peut-être envie que la famille, les amis soient au courant. C'est exactement ça, d'être soutenu. Ouais. Voilà, pour qu'ils puissent après comprendre ce qu'on ressent et comprendre peut-être aussi les réactions qu'on peut avoir par après. Et voilà, être entouré tout simplement. Bah oui. C'est vrai, il y a ce cap des 3 mois, c'est un peu superstitieux, mais c'est vrai que c'est la vie, et s'il se passe quelque chose, ben au moins il y a l'entourage, les parents, les amis qui peuvent. Voilà. Et je pense que c'est moins lourd que de garder ça juste pour le couple, parce que c'est vrai que ça fait déjà une certaine pression comme ça. De faire une fausse couche par rapport au couple, c'est compliqué. Mais alors si en plus on se retrouve avec ce poids-là tout seul, sans pouvoir en parler, c'est vrai que c'est ou même si la grossesse se passe bien, on a toujours cette petite angoisse là qu'il arrive quelque chose. Donc si ça aussi on le garde juste pour soi et juste pour le couple, c'est vrai que ça gâche un peu quand même la magie du début, je trouve. Et puis surtout aussi, après ces épreuves-là, si par exemple les parents se renferment un peu sur eux-mêmes ou sont tristes, l'entourage va pas forcément comprendre, alors que là, si au moins ils sont au courant, ils peuvent, voilà. Même si parfois vous avez un peu besoin de temps pour souffler, pour vous retrouver un peu tout seul, un peu, ils peuvent aussi le comprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut éviter peut-être des tensions aussi avec la famille qui comprendrait pas forcément pourquoi on prend un peu de recul. Et je trouve que c'est important d'en parler. Quel conseil tu donnerais à des femmes vivant actuellement ce moment tragique et qui n'ont plus du tout d'espoir d'y arriver un jour à force de nombreuses fausses couches? Après, on a toujours envie de dire qu'il faut continuer d'y croire, mais bon, c'est facile à dire et je pense que
c'est pas vraiment ça qu'elles ont envie d'entendre, mais c'est compliqué, même en l'ayant vécu, c'est compliqué de dire quelque chose. C'est quand même un conseil que je leur donnerais, hein, qu'il faut continuer quand même d'y croire et surtout ne pas en vouloir aux autres femmes qui réussissent parce que finalement, elles y peuvent rien. Et puis, on sait pas non plus ce que elles ont vécu pour en arriver là, parce que si ça se trouve, je sais pas, moi je dis, je sais pas, une cousine qui tombe enceinte, là, voilà. Mais si ça se trouve, ça fait 6 ans qu'elle essaye et elle est peut-être passée par une FIV sans le dire. Elle a peut-être perdu plein de tout petits bébés sans le dire non plus. Donc, ouais, je pense qu'il faut essayer d'avoir un peu d'empathie et essayer de se mettre à la place des autres et surtout pas en vouloir à ces femmes, même si elles réussissent tout de suite du premier coup, hein. C'est finalement ce qui nous arrive à nous, c'est pas leur faute à elles. Donc, essayer de se réjouir quand même du bonheur des autres, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis peut-être se faire aider finalement par des médecins, peut-être aussi. Si on voit qu'il y a un médecin qui est pas vraiment compréhensif, ben on va en voir un autre et quitte à avoir un suivi psy aussi, hein, pourquoi pas. Enfin, il y a pas de honte. Ouais. Non, c'est exactement ça. Comme ça, pour essayer mentalement, faut être bien aussi pour pouvoir déjà accepter aussi ce deuil et pouvoir aussi se reconstruire, pouvoir aussi, essayer d'aller de l'avant. Et c'est vrai que parfois, on peut faire appel aussi à un suivi psy. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous en France sur ça et je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai. Rien que déjà aller voir un psy voilà, c'est pour ça. X raison, c'est déjà un peu tabou. Alors que si on on a besoin de parler et on n'a pas forcément envie de parler à l'entourage ou voilà. Bah oui, c'est sûr, c'est une alternative de pouvoir parler à un tiers comme ça qui a du recul et qui est pas lié affectivement à nous. Donc non, oui, ils sont là pour ça aussi. Hein. Et puis souvent l'entourage, c'est oui, t'inquiète pas, ça va aller. Puis c'est tout. Alors que un psy, ça va essayer d'aller comprendre. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Ton témoignage d'espoir. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.